à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à la grande édition de l'information sur Equinox Télévision. Au menu de ce 20h, Fabrice Ondoa, le retour d'un enfant prodige à la maison. Ainsi pourrait s'intituler ce rappel en sélection nationale du gardien de but champion d'Afrique 2017 avec les Lions indomptables. Absent de la tanière lors des 2 dernières Coupes d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde 2022, le manager sélectionneur des Lions indomptables Rigobert Song-Baranak vient de le convoquer en prélude au match amical contre le Mexique dans un contexte de polémique sur la présence ou non d'André Onana dans la cage des Lions. On en parle dans le 20h. L'avènement de la saison des fortes pluies fait paniquer les populations de Douala. Hantés de revivre les cauchemars des inondations, les habitants de Bepanda et Makepe-Misoke sont sortis en masse pour manifester leur ras-le-bol aux autorités, pas du tout préoccupés à leur venir en aide pendant ces périodes difficiles. Vous écouterez leur coup de gueule au cœur de ce journal. Une fois de plus, bonsoir à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, cette question qui taraude l'esprit de bon nombre de Camerounais. Qu'est devenu le corps transporté lors de l'accident meurtrier survenu à Edéa le 26 mai dernier? En raison du drame qui a causé la mort de 17 personnes à bord du car transportant son cercueil, sa famille ne s'est toujours pas remise de cette tragédie. Nos reporters Joannem Innocent Abega et Ulrich Gonomala sont allés à la rencontre de la famille à Ezeka. Voici leur reportage. Atmosphère encore morose à Mayabat, un village situé à 7 km d'Ezeka dans l'oignon Ekele. C'est ici que repose Ngossi Jeanne, le corps transporté par le car qui a frontalement percuté un camion chargé de sable à Edéa le 26 mai dernier. 16 morts selon les sources officielles, parmi lesquels 4 enfants sur 5 de la défunte. Je ne cesserai jamais de pleurer parce que la tragédie que j'ai vue dans la télé m'a vraiment ému. L'aîné c'était Bébéto. Pépito. Hélène. Hélène. Landry et Rita. La 5e peine à sortir de sa chambre depuis plusieurs jours, interdit d'accès à elle. Sa maman a été inhumée le lendemain de l'accident avec le soutien des autorités administratives. Le propriétaire de l'hôpital m'a dit que madame, comme tu es là, le corps là, on ne peut pas enlever ça comme ça. On doit attendre le gouverneur ou le ministre de transport. Subitement, le ministre de transport est aussi venu. On m'a dit que madame, je ne peux pas te laisser comme ça. La distance est comment? Je lui ai expliqué comment est la distance. Il m'a dit que voici l'argent, tu payes le cercueil et tu payes la voiture, tu peux enterrer. En guise d'accompagnement, le gouvernement s'est chargé de payer les frais exigés pour garder les corps à la morgue de l'hôpital régional d'Edéa pendant 2 semaines. Quelques jours après son enlèvement devant les locaux d'Equinox et séquestration à l'antenne C1000 de Douala, Maître Fabien Kenyé n'a pas encore été aperçu en public. Cependant, des photos du militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun le présentent avec des boursouflures sur son visage. Ces hématomes seraient-elles liées aux événements de lundi dernier? Élément de réponse dans ce reportage que signe Giressio Païse Dingding. 4 jours après son enlèvement par les éléments de la sécurité militaire suite à son passage sur les antennes d'Equinox Télévision, Maître Fabien Kenyé s'efforce de reprendre un quotidien à peu près normal, même si l'émotion reste vive. Vous pensez être un humain qu'on en allait dire que vous êtes un poulet en cage. Là, je suppose qu'on peut à tout moment, n'est-ce pas, soit vous aiguiller pour vous jeter, puisque quand on le dit, c'est des puissants qui le disent dans leur code opératoire. Moi, je me remets de ce qui m'est arrivé, l'état de ce qui m'habite présentement. Non, sans dire que je ne me relève pas du traumatisme, mais je dois avouer que mon état d'esprit, je suis serein. Si aujourd'hui son visage présente une mine totalement différente, sur sa page Facebook, des photos de lui portant des stigmates ont créé la stupeur.
Et voyez-vous, il y a une photo virale qui est passée en boucle, que je vois partout, qui va dans tous les sens. Sur mon mur, j'ai naturellement démenti certains commentaires que je ne dirais pas tendancieux, plutôt affectifs. Je me remets, je n'ai pas de problème. Et je dois ajouter que le combat ne s'arrête pas. Et moi, je suis au service de la vérité. C'est pour ça que j'ai démenti le fait que j'aurais été empoisonné, que ce soit. Est-il possible que de pareilles réactions aient pu être produites par les événements de lundi dernier? Nous avons posé la question au docteur Alain Malédier, dermatologue. Et pour lui, c'est une forte probabilité. Au vu des images, la première hypothèse qui me vient à l'esprit, ou qui pourrait nous venir à l'esprit, c'est une maladie particulière que l'on appelle l'urticaire. Au vu des images. Alors l'urticaire, effectivement, peut être déclenché par une émotion particulière, par la peur, par le stress. Oui, ça peut déclencher donc une réaction similaire ou compatible avec ce que vous m'avez montré à la photo, à l'image. Mais autre chose peut également expliquer ces marques sur le visage de l'avocat, selon le dermatologue. En dehors de la peur, en dehors de l'émotion, le fait d'exercer également une certaine pression physique sur la peau de l'individu, une certaine contention, une certaine striction sur la peau de l'individu, ça aussi, ça peut déclencher un tableau compatible ou similaire de celui que vous m'avez montré. Une affaire qui, depuis quelques jours, enflamme littéralement la toile et fait les gorges chaudes. Mais en même temps, fait naître un sentiment de crainte. La crainte de se faire kényétiser. Mouvement d'humeur au chantier naval et industriel du Cameroun, la grève dans la grève. Au-delà des employés permanents qui manifestent au siège de cette entreprise pour plusieurs mois d'arriérés de salaire, c'est au tour des ex-temporaires de réclamer le paiement de leurs droits sociaux. Ils envisagent de faire un sitting devant le Premier ministère et le ministère des Finances pour le règlement d'une dette de plus d'1 milliard de francs CFA. On voit tout cela dans ce reportage de Théophile Tchunke, Pierre Laverdier-Omban. Les ex-temporaires du chantier naval, ces gens qui ont travaillé à ce que le chantier naval ait le nom que tout le Cameroun, toute l'Afrique connaît aujourd'hui, mais qui à un certain moment, l'État a décidé d'arrêter avec ce service d'esclavage. Pour réclamer le paiement de leurs droits sociaux légaux suite au licenciement dont ils sont victimes depuis 2010, ils entendent de passer à la vitesse supérieure et porter à l'attention du chef de l'État Paul Biya leurs doléances qui n'auront que trop duré dans les couloirs du Premier ministère et du ministère des Finances. Nous partons dès mardi pour pouvoir réclamer notre argent parce que nous croyons que notre pays est dirigé. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire que c'est tout le monde qui décide comme il veut. Le Premier ministre a pris une décision depuis 2019, mais au niveau de la direction du budget, rien ne bouge. Et nous allons à partir du 6 à Yaoundé et nous croyons que nous allons arriver même à la présidence. Ces derniers, un échantillon de 562 ex-temporaires du chantier naval et industriel du Cameroun, réclamant à l'État du Cameroun plus d'1 milliard de francs CFA. Le Premier ministre a décidé qu'il fallait d'abord donner 1 milliard pour calmer les ardeurs puisque nous étions réguliers à Yaoundé. Et ce décret a été signé, envoyé au niveau du ministère des Finances. Et depuis là, nous sommes là, on marche, cet argent ne sort pas. Ils avaient déposé des requêtes, certains parmi eux sont morts, d'autres plus chanceux respirent encore, mais sont depuis plusieurs années dans l'indigence. Nous avons décidé, après avoir perdu plusieurs d'entre nous, soit sur la route entre Douala et Yaoundé, soit parce qu'il y a ces maladies professionnelles qu'on a eu à prendre pendant que nous travaillons au chantier naval, nous avons décidé qu'à partir du 6 juin, nous partons à Yaoundé prendre notre argent. Ce sont là les victimes d'un plan de restructuration de la société axé sur la réduction des effectifs, lequel concernait pas moins de 473 travailleurs sur les 740 que compterait la société offshore, soit plus de la moitié du personnel. On connaît déjà que ce soit la CONA, que ce soit le contrôle supérieur de l'État, ils savent que notre argent est logé dans les caisses.
Les petites et moyennes entreprises camerounaises auront désormais toute leur place au cœur des activités du port autonome de Kribi. Le ministre Achille Basiliquin III vient d'effectuer une visite dans la cité balnéaire pour discuter des contours de cette nouvelle collaboration avec le directeur général Patrice Melon. Joseph Abunabuna. Des cacaoculteurs du département de l'Océan et d'autres petites et moyennes entreprises sont engagés dans la transformation des produits locaux. Ils reçoivent ce jour la visite du ministre des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat. Je voudrais que cet exemple émule d'autres structures de la filière pour que les unes et les autres soient conscientes de ce que dans un avenir relativement proche, on va mettre en place justement cette prohibition de l'exportation des grumes. Ici, le bois est transformé sur place, mais les problèmes ne manquent pas. Les difficultés que nous rencontrons se trouvent plus au niveau du transport, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau de l'axe Loup, il y a 2 ponts bascules. Ces 2 ponts bascules qui n'ont pas les mêmes cadences. Le premier pont bascule qui est peut-être au niveau des DA, qui va vous donner un paysage autre. Vous arrivez également au niveau de Douala, vous passez sur le pont bascule, vous trouvez d'autres données. Malgré la présence de la zone portuaire de Kribi, plusieurs petites entreprises peinent à accéder aux avantages qu'offre le port autonome. Le ministre des petites et moyennes entreprises, pour les accompagner, signe ici une série d'accords cadres avec le port autonome de Kribi. Aujourd'hui, le commerce international est éclaté dans le cadre de la transformation de ce qu'on appelle les biens intermédiaires. Quelle est la place que Kribi en fait va pouvoir, pour le compte de notre pays, tirer comme avantage de ce commerce en fait de la production et la transformation des biens dits intermédiaires pour qu'ils soient réexportés et que cela crée davantage de richesses, crée davantage d'emplois pour notre pays. Donc ça c'était en fait dans le cadre de cette convention sur la sous-traitance. Le port devra ainsi faciliter la sous-traitance et promouvoir le développement et le financement des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le port de Kribi a mis en place un programme d'accompagnement socio-économique des populations riveraines et même au-delà. Et c'est dans le cadre de tous ces projets que, en synergie avec le ministère des petites et moyennes entreprises, nous venons donc de signer non seulement cet accord cadre, mais également des accords spécifiques. D'autres accords ont été signés ici et les 2 parties s'engagent dans l'accompagnement à la migration des acteurs du secteur informel vers le secteur formel, à la promotion des activités de sous-traitance et à l'accompagnement des structures locales d'incubation. Nous vous le disions en titre, le cauchemar des inondations hante les habitants des quartiers Bepanda Petit Vouri, Bepanda Yonyon et Makepe Misoke. À l'approche des grandes pluies, hommes, femmes et enfants ont manifesté matelas, appareils électroniques et autres objets sur la tête contre l'indifférence des autorités à leurs difficultés face aux eaux torrentielles. C'était en présence de nos reporters Hubert Michel Kamini et Claude Eukwa. Matelas sur la tête à la recherche d'un abri. Telle est l'attitude qu'adoptent les habitants des quartiers Bepanda Petit Vouri, Makepe 1 Misoke et Bepanda Yonyon dans l'arrondissement de Douala 5e lors de la tombée de fortes précipitations. Les choses de la maison, on les met parfois au grenier et ils se retrouvent au sol dans l'eau. Il arrive que l'inondation nous fait fuir la maison et on rentre parce qu'on n'a plus où arriver. Et aujourd'hui, le débit d'eau même qui arrive fait que on aura plus d'inondations ici en bas parce que l'eau vient en grande quantité. Et quand ça arrive au niveau de Misoke et tout Petit Vouri, il n'y a pas de direction d'eau. Chaque année, lorsque vient la saison des pluies, ces quartiers populeux de la cité capitale font face aux problèmes d'inondation. Les eaux envahissent les domiciles, endommageant appareils et autres objets de valeur. Les enfants comme ça, j'ai voyagé, il a plu. Je suis venue, ma maison était inondée. J'ai pu sauver que ça.
Ce que vous voyez comme ça là. Tous les actes, ça c'est ce que j'ai pu sauver. Les autres ne sont pas utilisables. Ces problèmes d'inondation, qui datent de plus d'une décennie, seraient la conséquence de l'arrêt des travaux d'un drain sur la rivière Tongo à Bassa. Les populations ont de ce fait sollicité à plusieurs reprises l'intervention urgente de la mairie de la ville. On a envoyé des courriers, on a fait le suivi de ces courriers-là, mais jusqu'à présent, la situation, il n'y a pas eu de réponse. Voilà pourquoi aujourd'hui les habitants n'ont que cette marche, cet événement de se mobiliser, cette marche pacifique, ce mouvement où les habitants essayent de faire comprendre que vraiment ils sont devenus des locataires dans leur propre maison. Malgré les multiples descentes des agents municipaux sur le site, rien n'a été fait jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les habitants de Petit-Voury souffrent énormément et demandent à la mairie, au monsieur le maire de ville, de au moins exécuter, le curage du drain, notre drain naturel qu'on a ici au quartier. C'est cette situation qui rend la vie pénible aux habitants. Donc c'est la demande des habitants vraiment de permettre que ces questions d'inondation puissent vraiment être allégées. Exacerbés par cette situation, les riverains ont manifesté dans tout le quartier à l'effet d'exprimer leur peine et attirer à nouveau l'attention des autorités restées silencieuses. Lutte contre les violences, meurtres et assassinats des femmes en hausse au Cameroun. La police est désormais mise à contribution pour intensifier la traque des auteurs de ces voies de fait. Une quarantaine de policiers issus de plusieurs unités de la Sûreté nationale viennent d'être outillés pour atténuer de façon significative le phénomène à défaut d'éradiquer ces violences basées sur le genre. Emmanuel Diop et Marcelin Ganso. Qu'elles soient sexuelles, physiques, émotionnelles ou psychologiques, les violences sexistes ont atteint des proportions inquiétantes ces derniers mois, avec une trentaine de féminicides en moins de 90 jours. Les fondements et les bases sont les mêmes, mais les enquêtes sur les violences sexistes sont une enquête spéciale et spécifique. On n'entend pas une femme qui est violée comme si on entendait un homme qui a volé, par exemple. Il faut un cadre spécial, parce que dans ce domaine, l'humanité est au-dessus du judiciaire. Selon le rapport 2020 de l'INS sur les violences basées sur le genre, 13% de femmes ont été victimes de violences sexuelles en 2018. Plus grave encore, 39% de femmes et 42% d'hommes âgés entre 15 et 49 ans ont déclaré avoir subi des violences physiques depuis l'âge de 15 ans. C'est dire l'ampleur du phénomène pour lequel l'attention de la police est plus que jamais requise. Leur métier les porte à utiliser la force, à parler fort. Et parfois, ils exercent une violence sans s'en rendre compte. Donc, il faut que ces travailleurs de l'État sachent qu'en faisant leur travail, ils peuvent aussi être amenés à exercer la violence. Je pense que c'est très important de les capaciter sur l'identification de cette violence et surtout de sa prise en charge. Venus de plusieurs unités, 40 policiers, tous grades confondus, reçoivent ici des outils devant leur faciliter la prise en charge des violences sexistes. C'est un genre de violence un peu atypique qui nécessite beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et beaucoup de confidentialité. Nous avons les outils, mais nous n'en avons jamais assez pour que les policiers soient au maximum formés et outillés en la matière. Les violences sexistes sont un phénomène complexe, d'où la nécessité d'une bonne maîtrise du cadre législatif, institutionnel et juridique, ainsi que des procédures policières et judiciaires. Vous savez qu'il y a beaucoup de violences aujourd'hui qui sont commises sur un territoire immatériel que représente aujourd'hui le numérique. Il est bon que les policiers soient formés aussi à la maîtrise de ces outils pour identifier les violences, les types de violences commises sur Internet, mais surtout les prévenir. La région du centre est le lieu par excellence où les violences sexistes sont le plus répandues au Cameroun. D'où le choix porté sur ces policiers qui, en retour, se feront le devoir de partager les connaissances acquises avec leur entourage professionnel. Incident mortel de la balade des éléphants dans la ville de Maroua. Le ministre des Forêts et de la Faune est allé présenter ses condoléances à la famille de la femme tuée par un des pachydermes le 24 mai dernier. Jules Dorindongo a par la suite tenu une concertation avec les élites, élus locaux et autorités administratives afin d'éviter pareil drame à l'avenir en cas d'évasion des animaux sauvages de leur habitat naturel. Amadou Dairo Kemazo Matilda Osombar et Achille Kamga. L'exposé du colonel Jean Niemek, délégué régional des forêts et de la faune de l'extrême nord, a permis de mesurer l'ampleur de la dangerosité de la présence des éléphants en plein cœur de la ville de Maroua.
Il présentait ainsi la situation devant le ministre des Forêts et de la Faune qui a effectué le déplacement de Marois quelques jours après l'incident causé par la présence de 4 éléphants dans les rues de la ville et qui a coûté la vie à une dame. Nous sommes parvenus à d'importantes conclusions, mais surtout nous avons posé de façon sincère et franche la question du partage de l'eau, de la forêt et de la nourriture entre les êtres humains et les animaux du fait de la pression démographique dans les deux camps, mais également des changements climatiques qui imposent aux animaux de se déplacer pour chercher leur nourriture. Au cours de cette rencontre qui a mis à contribution les autorités administratives et les populations, les experts ont relevé que les pachydèmes sont partis du Tchad et cherchaient à regagner le parc national de Ouaza. Cependant, le couloir migratoire qu'ils ont l'habitude d'emprunter était occupé par des maisons d'habitation, d'où leur présence à ces lieux. Il est question de tout faire pour préserver les corridors. Il est question de faire en sorte de ne même pas permettre aux populations, quelles qu'elles soient, déplacées ou camerounais, de s'installer dans les corridors. Les autorités vont devoir veiller, avant même qu'on ne s'installe, pour qu'on trouve aux populations désireuses un point où elles peuvent construire une maison tout à fait décente, sans occuper le corridor qu'empruntent les animaux. Les sous-préfets et les maires des localités concernées ont été appelés à accentuer la sensibilisation auprès des populations afin qu'elles respectent les périodes migratoires des pachydèmes. Le ministre Jules Doré Ndongo a aussi procédé à la remise des plaques de signalisation au délégué régional des forêts et de la faune pour indiquer le passage des éléphants et que les populations cessent de construire sur le corridor de ces animaux. En santé, où en est-on avec le suivi de l'interdiction de la consommation de chicha au Cameroun? D'après le constat du ministère de la Santé publique, 46% de jeunes en sont presque devenus dépendants et la tranche de cette jeunesse la plus touchée, ce sont les étudiants. Tous ignorent les dégâts de cette substance toxique sur la dégradation de la fonction respiratoire à l'origine de certains cancers du poumon. Josiane Ngok et Nadine Yambo. Étude réalisée en 2020 par la Société camerounaise de pneumologie dans les milieux universitaires publics et privés des villes de Douala et Buea révèle qu'un étudiant sur deux consomme de la chicha, soit une prévalence de 15 à 25%. Dans ce travail, nous avons constaté qu'à peu près 50 à 60% des étudiants, l'ensemble des étudiants interrogés, n'avaient pas de bonnes connaissances en termes d'effets néfastes de la chicha sur la santé. Or, selon les médecins pneumologues, réunis à l'occasion de la 7e journée du thorax, la pipe à eau est plus nocive que la cigarette. Sur la base des enquêtes effectuées, ils démontrent qu'une séance de narguilé expose le fumeur 100 à 150 fois plus de fumée, 25 fois de plus au goudron et 10 fois plus au monoxyde de carbone. Ce qui revient à dire qu'une séance d'inhalation de 45 à 1 heure équivaut à la fumée d'un paquet de cigarettes. Les conséquences sont désastreuses. L'asthme tel que des bronchites chroniques, la toux chronique, mais aussi le cancer du poumon et même d'autres cancers, le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer de l'œsophage, le cancer de l'estomac, de la vessie. Nous allons ajouter les maladies cardiovasculaires. On peut avoir une réduction de la fertilité, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Dans la chicha, le tabac est très souvent parfumé d'une bonne dose d'arôme. De quoi rendre accro les adeptes. Au-delà de cette attirance, plusieurs jeunes se lancent dans la consommation par mimétisme et suivisme. Les moments où le lien social détendu, apaisé, agréable, nourrissant n'est pas toujours garanti, mais les fumeurs vont se donner un rendez-vous autour d'une activité comme celle-là qui est ritualisée, mais qui a une garantie de générer de la satisfaction, du plaisir et de la complicité. Se défaire des fausses croyances et prendre conscience de la dangerosité de la fumée du tabac est l'une des options pour se libérer du piège de l'addiction
d'après des spécialistes de la santé. Le vivre ensemble peut prendre des formes plus saines à travers le sport, à travers le théâtre, à travers la musique, à travers des rencontres associatives. Et ça va susciter donc des sécrétions hormonales qui sont l'équivalent de ce qui est induit par ces consommations. Au plan national, le taux de consommation de la chicha est de 46%. Malgré son interdiction, la pratique gagne du terrain au Cameroun. Hors de nos frontières, guerre civile au Soudan, le bilan s'alourdit de jour en jour. 17 personnes ont perdu la vie de suite des tirs à l'arme lourde sur plusieurs quartiers de la capitale Khartoum. Et au Sénégal, le farouche opposant au président Macky Sall vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Une condamnation qui pourrait compromettre l'avenir politique de Ousmane Sonko pour l'élection présidentielle de 2024. D'autres précisions dans ce reportage de Xavier Foka et Nadine Gouanfo. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption à la jeunesse. C'est le verdict rendu public ce jeudi par la chambre criminelle de Dakar, qui l'a par ailleurs acquitté des faits présumés de viol. Un important dispositif de sécurité a été déployé dans la capitale sénégalaise pour parer à toute éventuelle manifestation. Lors du discours d'ouverture du dialogue national hier mercredi, le président Macky Sall a promis la fermeté de l'État face aux violences qui pourraient survenir après l'annonce du verdict. Le procureur avait requis contre Ousmane Sonko 10 ans de réclusion criminelle pour viol ou 5 ans minimum pour délit de corruption à la jeunesse. Depuis le début de cette procédure en février 2021, l'opposant sénégalais a toujours dénoncé un complot pour l'écarter de la présidentielle, prévu en février 2024. Au Soudan, au moins 17 civils ont été tués mercredi dans les combats entre l'armée et les forces de soutien rapide dans le sud de la capitale, selon des médecins locaux. Dans un communiqué publié ce jeudi, le syndicat des médecins soudanais a fait savoir que la zone de Mayo avait été la cible d'un bombardement intensif tard la nuit, faisant au moins 106 blessés. Le bilan pourrait s'alourdir en raison des tirs d'artillerie lourde qui se poursuivent à Khartoum, théâtre depuis plusieurs semaines d'affrontements meurtriers entre l'armée et les FSR. Les récentes violences au Soudan ont fait au moins 863 morts et des milliers de blessés parmi les civils depuis le 15 avril, selon le syndicat des médecins du Soudan. L'Organisation internationale pour les migrations estime que plus d'1 million de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays en raison du conflit. En sport, le retour de Fabrice Ondoir dans la tanière des Lions indomptables. Vainqueur de la CAN 2017 avec les Lions, le gardien de but n'avait plus été appelé en sélection depuis un bon moment. Ainsi, Fabrice Ondoir effectue son comeback. André Onana, Eric Maxime Choupo-Moting et Vincent Aboubakar sont absents pour diverses raisons. Le manager sélectionneur des Lions indomptables a dévoilé la liste des joueurs présélectionnés pour le match amical contre le Mexique le 10 juin prochain. D'autres précisions avec Aïk Cyril. André Onana absent pour combien de temps encore? Les portes de la sélection ne lui sont pas fermées en tout cas. Précision du manager sélectionneur des Lions indomptables. Rigobert Song-Bahanak a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le match amical Mexique-Cameroun du 10 juin prochain. Il sait lui-même ce qu'il a à faire pour qu'il soit intégré dans le collectif. Parce que ma posture en tant que manager sélectionneur, je préserve le collectif à l'individu. Et il le sait. Et les portes sont très ouvertes. Il n'y a pas de souci à ça. Il est toujours la bienvenue. Mais c'est à lui de faire l'essentiel. Si André Onana est absent, Fabrice Ondoir quant à lui fait son comeback. Son expérience des grandes compétitions, notamment la CAN 2017 remportée avec les Lions indomptables, plaide en sa faveur. Je suis aussi, il fait quand même des performances et il joue tout le temps. Et je pense que son arrivée ne devrait même pas apporter des polémiques. Parce que compte tenu de ses qualités et même de son expérience. Parce que quand on regarde aussi, il fait partie de ceux
qui ont gagné quand même la CAN, parce que ça aussi, il faut le reconnaître. Les deux capitaines vont manquer cette rencontre. D'abord Vincent Aboubakar, concerné par un match capital en club. Aboubakar, il joue un match important, le 7. Alors, je me vois mal pourquoi est-ce qu'un match qui est important pour lui, le 7, et que je fasse venir un cadre qui va partir le 8 pour arriver le 9 et jouer le 10. Il faut être raisonnable. Eric Maxime Choupo-Moting, pour sa part, au dit du sélectionneur, a volontairement demandé du repos après une saison émaillée de nombreuses blessures. Maxime, vous l'avez constaté vous-même, qui a été toujours blessé ces derniers temps. Il a entré l'autre jour, il a fait, je crois, 10 ou 15 minutes. Et tout de suite après, il a rechuté. Et j'ai eu à échanger avec lui. Il a estimé qu'il avait peut-être besoin du repos encore. Ce que je trouve aussi normal. Parce que je pense que ces joueurs ont tellement joué cette saison avec certaines pressions. Et à un moment donné, il faut que le corps se repose. Match amical Mexique-Cameroun le 10 juin prochain au stade Snapdragon de San Diego. Coup d'envoi 21h en Californie, 4h du matin au Cameroun. Et après la présentation de cette liste des joueurs convoqués par le sélectionneur Rigobert Song-Bahanac, plusieurs Camerounais sont ravis du retour en sélection de Fabrice Ondoa. Cependant, certains critiquent la présence de Nicolas Nkoulou et évoquent la non-sélection de Ngande Ngandui. Il s'exprime au micro de Fabrice Eloumou. Déjà que Ondoa soit revenu, c'est une belle aubaine. On espère que avec l'équipe qui a été constituée, on aura un bon bloc. Pour Ondoa, bon, ça fait longtemps qu'il est parti. S'il a pris la décision de revenir, je pense que c'est une très bonne chose. Il fallait un gardien comme Fabrice Ondoa. N'oublie pas en 2017, c'est grâce à lui que contre le Sénégal, c'est lui qui a apporté le Coupe d'Afrique. Mais qu'à cela, il y a encore une absence dans l'équipe qui est Ngande, le meneur du jeu de la défense. Pour le reste, je crois que c'est sur le terrain qu'on verra ce que ça peut produire. Par rapport à Nicolas Nkoulou, ce que moi je peux retenir, c'est qu'il a fait son temps. Il doit laisser la place à la jeunesse. Si j'avais un conseil qu'il pouvait donner à Rigobert Song, qui pouvait l'atteindre comme Camerounais lambda, c'est qu'il faut qu'il écoute. C'est qu'il faut qu'il écoute ce que disent les gens, qu'il ne s'agrippe pas à sa décision. Certes, on le fait confiance, mais il faut par moment écouter